Et donc, bonjour à tous. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre présentation. Mon nom est Denis Saint-Pierre. J'agirai à titre d'animateur pour la session aujourd'hui. Comme vous le savez possiblement, la session, c'est un suivi de notre webinaire précédent, mis en ligne le 26 octobre dernier, environ 2 semaines. C'est au sujet de la subvention salariale d'urgence canadienne, la SUC, et d'autres mesures fiscales liées à la COVID-19. Donc, si vous n'avez pas visionné le webinaire déjà, on vous invite peut-être à le regarder avant d'entendre les questions-réponses qui vont être données aujourd'hui. Puisque c'est ce qu'on va faire suite à la session. Il y a des questions qui ont été demandées en ligne via le site de CPA Canada. CPA Canada a consulté avec l'ARC et transmis toutes ces questions-là pour en faire un pot pourri, si vous voulez, là, un rassemblement là, par sujet des différentes questions et celles qui avaient le plus haut intérêt. Donc, pour la session d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Louise Roy. Elle est directrice à la direction des décisions en matière d'impôts. Et Marianne Douy-Plante, gestionnaire au groupe de soutien de la subvention salariale d'urgence. Bon, avant de débuter, plusieurs d'entre vous, vous le savez probablement, là, il y a un projet de loi C9 qui a été introduit le 2 novembre dernier, donc ça c'était tout de suite après notre présentation, mais il y a eu une espèce de délai là, entre la période de questions et l'annonce du projet C9. Donc, le projet C9 traite de révision au programme de subvention salariale d'urgence. Les révisions, il avait été annoncé le 14 octobre dernier par le gouvernement. Le projet de loi vient juste d'être publié. Ça fait que l'ARC a ajusté ses réponses là, pour faire sûr que ce qu'elle donne aujourd'hui va sensiblement, ou pas sensiblement, mais exactement représenter la position du gouvernement en date d'aujourd'hui. Et on va continuer à le faire là, à mesure que les choses avancent. Deuxièmement, vous vous rappellerez que lors du dernier webinaire, l'ARC a fourni des éclaircissements sur le sujet, sur le traitement fiscal, plutôt de la portion du prêt qui pourrait être oubliée dans le contexte du compte d'urgence. Pour les entreprises canadiennes, on parle du prêt de 40 000 là, dont un 10 000 pourrait être oublié. Beaucoup de gens ont soumis des questions liées au fonctionnement du programme là, sur le site suite au webinaire. Comme l'ARC n'administre pas le programme, nous ne pourrons malheureusement pas répondre à ces questions aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, débutons notre session en passant immédiatement à la question 1 qui est adressée à Louise. Donc, Louise, dans une interprétation technique récente, l'ARC a conclu qu'un ajustement de la valeur comptable d'un placement fondé sur une évaluation de la valeur au marché ne donnait pas lieu à des rentrées de sommes d'argent ou d'autres contreparties reçues ou à recevoir. Ainsi, l'ajustement de la valeur comptable ne constituerait pas du revenu admissible. De façon plus générale, l'ARC peut-elle confirmer la façon dont un revenu, un gain ou une perte qui a été réalisé devrait être prise en compte en supposant que ce n'est pas un élément extraordinaire? Si le montant est inclus dans le revenu admissible, comment des ajustements antérieurs fondés sur la valeur au marché devraient être traités? En anglais, ici, on parle d'ajustement comptable mark-to-market. L'ARC examine actuellement cette question. Une fois la réponse complétée, nous la publierons dans le cadre d'une interprétation technique. Merci. Merci, Louise. À nouveau, une autre question pour toi. Concernant le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, encore une fois, le prêt de 40 000 là, ce prêt n'est pas un prêt à remboursement conditionnel. Le contrat de prêt de l'institution financière mentionne spécifiquement que c'est un prêt admissible à une remise. Alors, pourquoi l'alinéa 12.1x s'applique-t-il? Dans la version française, où se trouve la réponse sur le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, il est confirmé qu'une interprétation technique sera émise. Comment ce choix de différer le revenu peut-il être effectué aux fins des déclarations de revenus des particuliers et aussi celles des sociétés? Donc, s'il vous plaît, confirmez le moment de la déduction en vertu de l'alinéa 20.1 pour un prêt de type compte d'urgence pour les entreprises canadiennes qui n'est pas remis malgré tout. Si un prêt est admissible à une remise lorsque certaines conditions sont satisfaites, le prêt est un prêt à remboursement conditionnel. Un prêt comprenant certaines conditions afin qu'il puisse être admissible à une remise est un prêt à remboursement conditionnel d'entrée de jeu, même lorsque ces conditions n'ont pas encore été satisfaites. L'expression « prêt à remboursement conditionnel » n'est pas définie dans la loi.
Le folio S1, F2, C3, bourse d'études, subventions de recherche et autres montants d'aide à l'éducation, définit un prêt à remboursement conditionnel comme un prêt en vertu de laquelle le prêteur s'engage à une remise si l'emprunteur satisfait à certaines conditions. Un choix en vertu du paragraphe 12.2.2 pour réduire le montant d'une dépense engagée ou effectuée de manière à éviter l'inclusion en vertu de l'alinéa 12.1x doit être soumise dans une lettre signée, jointe à la déclaration de revenus produite pour l'année d'imposition dans laquelle le prêt à remboursement conditionnel est reçu ou pour l'année en cours de laquelle la dépense a été engagée ou effectuée, selon la plus éloignée des deux dates. Pour plus amples renseignements, je vous réfère au bulletin d'interprétation IT 273 R2. Si le montant inclus dans le calcul du revenu en vertu de l'alinéa 12.1x est subséquemment remboursé, conformément à une obligation légale de rembourser le montant, une déduction peut être accordée pour l'année au cours de laquelle le remboursement est effectué en vertu de l'alinéa 21HH. Une réponse relative au traitement du programme CEAC a été présentée lors de la table ronde de l'ARC au congrès annuel de la PFF en octobre et sera distribuée prochainement aux éditeurs commerciaux de publications fiscales pour fin de publication. Donc, merci Louise. La prochaine question maintenant. L'ARC a indiqué que les choix, et là, quand on parle de choix, on veut dire en anglais election, là. Donc, les choix relatifs à la subvention salariale d'urgence ne peuvent pas être modifiés. Contrairement aux choix, les autres, ce qu'on pourrait appeler décisions prises par les différentes ou entre les différentes options par les entrepreneurs, là, dans le cadre de la subvention, est-ce que ces décisions, elles, peuvent être changées? Au fin de la SUC, les choix et les décisions prises en vertu de différentes options sont traités différemment. Une entité peut modifier une décision antérieurement prise en produisant un formulaire de demande modifié. Tout changement doit être reflété dans le formulaire d'attestation RC 661. Par ailleurs, le gouvernement vient de publier un projet de loi contenant des modifications aux dispositions relatives à la SUC. Ces modifications comprennent une nouvelle disposition qui permet à un employeur de modifier ou de révoquer un choix relatif à la SUC qui a été fait antérieurement, à condition que les changements soient apportés dans un certain délai. Selon les nouvelles règles proposées, le changement doit être apporté au plus tard à la date d'échéance de la demande pour la première période d'admissibilité à l'égard de laquelle le choix est fait. Parfait, merci Louise. Prochaine question d'intérêt. Les lignes directrices initiales qui ont été fournies étaient différentes un peu de celles présentées subséquemment lors de notre dernière séance avec vous. Quelles mesures devraient être prises pour les gens qui ont déjà présenté des demandes? Une entité déterminée devrait produire une demande de la SUC modifiée à l'égard d'une période d'admissibilité afin de corriger une demande de subvention salariale basée sur un calcul inexact de la rémunération de base. Le formulaire de demande modifiée doit être produit avant la date limite que prévoit actuellement la loi, soit le 31 janvier 2021. Selon le projet de loi qui vient d'être publié, la demande modifiée doit être produite au plus tard le 31 janvier 2021 ou, s'il est postérieur, le 180e jour suivant la fin de la période d'admissibilité. Parfait. Justement, en discutant de modification, est-ce qu'on peut parler aussi du délai de prescription? Y a-t-il un délai de prescription relativement au temps que peut prendre l'ARC pour vérifier une demande au titre de la subvention salariale d'urgence canadienne? De façon générale, quand l'ARC émet un avis de SUC, la ministre a une période de 3 ou 4 ans, selon le type d'entité, suivant la date d'envoi du premier avis. Cependant, cette période peut être prolongée si l'une des exceptions prévues dans la loi s'applique. Par exemple, lorsqu'il y a une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire, ou si une fraude est commise en présentant la demande ou en fournissant les renseignements exigés par la loi. Parfait. Justement, en discutant
de modification. Si vous savez que c'est une période difficile là, pour nos PME, pourquoi exiger des intérêts lorsqu'ils corrigent les demandes de subventions salariales? Selon la loi, un contribuable ou une société de personnes peut demander à l'ARC un allègement concernant les intérêts. La ministre peut accorder un allègement concernant les intérêts qui se sont accumulés au cours des 10 dernières années, avant l'année où la demande est présentée, pour toute année d'imposition ou exercice pour une société de personnes dont découle l'impôt payable. Parfait, merci. Pouvez-vous maintenant discuter de l'impact des travaux en cours, le WIP, sur le calcul des revenus pour les périodes de référence actuelles et antérieures lorsqu'il s'agit de déterminer l'admissibilité à la subvention salariale? L'ARC examine actuellement cette question et nous communiquerons notre réponse une fois notre analyse terminée. OK, merci. Et maintenant, le revenu admissible consolidé d'un groupe affilié selon le choix à l'alinéa 125.7 4B. Est-ce que ce revenu devrait comprendre celui de toutes les sociétés affiliées ou seulement celui de celles qui comptent des employés admissibles, c'est-à-dire des employeurs admissibles? Dans le cas où un choix est fait afin d'établir le revenu admissible d'un groupe affilié d'entités déterminées sur la base consolidée pour une période d'admissibilité, le revenu admissible de toutes les entités déterminées du groupe est inclus. Cette règle s'applique même si un ou plusieurs membres du groupe affilié n'avaient pas d'employés admissibles dans la période d'admissibilité. Merci. Maintenant, la 9e question. Prenons pour acquis qu'une entité déterminée utilise la comptabilité d'exercice, donc elle n'a fait aucun choix. Mais la comptabilité qu'elle tient à l'interne ne respecte pas les principes comptables généralement reconnus, les PCGR. Est-ce que cette entité doit apporter des rajustements pour tenir compte des PCGR? Si la réponse est non, peut-elle faire le choix à l'alinéa 125.7.4e selon lequel elle se conformera au PCGR? Le revenu admissible d'une entité déterminée doit être établi conformément à ses pratiques comptables habituelles. Le choix selon le sous-alinéa 125.7.4e vise à permettre une entité déterminée dont les pratiques comptables habituelles comprennent la comptabilité de caisse d'utiliser la comptabilité d'exercice afin d'établir le revenu admissible. Ce choix ne vise pas à permettre une entité déterminée qui utilise déjà la comptabilité d'exercice selon ses principes comptables habituels de rajuster la façon dont elle l'applique pour établir son revenu admissible. Parfait. Maintenant, la prochaine question est réellement une question en 3 questions, là, si je peux l'appeler de même. Je vais toutes vous les demander, Louise, et vous pourrez briser votre réponse là, selon les 3 questions. Donc, les choix selon les alinéas 125.7.4a et b sont-ils disponibles pour la période 5 et les suivantes? Si la réponse est oui, des choix doivent-ils être produits pour toutes les périodes à compter de la période 1, incluant la période 1? Et finalement, l'admissibilité fondée sur la baisse de revenus d'un groupe affilié s'applique-t-elle aux périodes 5 à 9 ou s'applique-t-elle seulement aux périodes 1 à 4? Je vais répondre pas mal en bloc. La réponse pour A et B est oui. Les règles spéciales pour calculer le revenu admissible selon l'alinéa 125.7.4a et B s'appliquent pour la période d'admissibilité 5 et aux suivantes, de même qu'elles s'appliquent aux périodes d'admissibilité 1 à 4. Tel qu'il est indiqué à la question 12.1 de la foire aux questions subventions salariales d'urgence du Canada sur la page web canada.ca, une entité déterminée peut choisir, pour certaines règles spéciales visant à établir le revenu admissible, y compris les sous-alinéas 125.7.4a et b, d'utiliser une autre règle dans une période d'admissibilité subséquente, pourvu que toutes les conditions rattachées à son application soient remplies pour cette période subséquente. Il faut souligner que le gouvernement vient tout juste de publier un projet de loi qui modifie les règles spéciales servant à calculer le revenu admissible selon les alinéas 125.7.4c, les co-entreprises, et D, les liens avec lien de dépendance. Selon les nouvelles règles proposées, les choix ou les options disponibles selon ces 2 alinéas sont disponibles pour les périodes d'admissibilité 5 et les suivantes, en plus d'être disponibles pour les périodes d'admissibilité
1 à 4. Merci. Parfait. J'aimerais maintenant parler de bénéfices imposables pour les employés. Là, c'est fait, je vais peut-être diriger mes questions à Marianne. Marianne, les employés qui détiennent des voitures de fonction, c'est-à-dire des voitures qui sont détenues et fournies par l'employeur, et qui ne sont pas en mesure de faire un voyage d'affaires en raison de la COVID, ont maintenant un pourcentage d'utilisation personnelle plus élevé. Là. Je peux donner un exemple. Si quelqu'un faisait 10 000 km personnels, 30 000 pour affaires, il y avait 25 qui étaient à ce moment-là personnels. Si quelqu'un maintenant ne fait que 5 000 km pour affaires, ben c'est sûr que là, on vient de tout changer les pourcentages. Donc, si cette personne-là a maintenant des pourcentages d'utilisation personnelle plus élevés, existe-t-il un allègement fiscal? Merci pour la question, Denis. Même si l'Agence continuera d'examiner activement la possibilité d'établir des allègements à l'égard de certaines allocations et de certains avantages offerts par l'employeur, ce qui pourrait mener à l'adoption de positions administratives supplémentaires, elle ne fournira pas d'allègement pour le calcul d'un avantage raisonnable lié au droit d'usage pour le moment. Dans les cas où un employé conserve une automobile appartenant à l'employeur ou louée, l'avantage lié au droit d'usage continuera d'être calculé conformément à la formule énoncée au paragraphe 6, alinéa 2, paragraphe 2, de la loi de l'impôt sur le revenu. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le calcul de l'avantage lié au droit d'usage d'une automobile appartenant à l'employeur ou louée, veuillez consulter le guide T4130, guide de l'employeur, avantages et allocations imposables sur le site canada.ca. Merci, Marianne. Maintenant, une question en deux volets. Est-ce que la distanciation sociale durant la pandémie est une raison opérationnelle valide qui permettrait de justifier que l'employé amène le véhicule à son domicile le soir pour respecter cette condition visant le taux par kilomètre inférieur selon la politique concernant les véhicules motorisés à la maison le soir? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la politique concernant les véhicules motorisés utilisés à la maison le soir ou motorisés à la maison le soir? C'est discuté dans le guide T4130, guide de l'employeur, avantages et allocations imposables de l'ARC. Donc, vous pouvez consulter ce que c'est. Donc, dans ce contexte, est-ce que le déplacement de la maison au lieu de travail durant la pandémie s'inscrit dans le contexte des activités d'entreprise? Donc, le kilomètre ferait que le véhicule motorisé ne serait pas considéré comme un automobile. Sinon, il pourrait en résulter que la règle du 90 qui était dictée dans la politique ne serait pas satisfaite. Et l'avantage imposable serait calculé à titre d'avantage relatif aux automobiles au lieu d'un taux au kilomètre fixe. Pouvez-vous, Marianne, commenter, s'il vous plaît? Bien, encore une fois, merci Denis pour le commentaire. Et en effet, je réitère que le guide est disponible en ligne sur canada.ca et peut toujours être consulté en tout temps afin de répondre à des interrogations. Mais en résumé, depuis longtemps, l'Agence considère que les déplacements d'un employé entre son domicile et son lieu de travail habituel, autre qu'un lieu de destination, sont des déplacements à des fins personnelles. Un lieu de travail habituel est un endroit où un employé se présente habituellement pour travailler ou exercer ses fonctions d'emploi. Un lieu de destination est un endroit autre que le lieu de travail habituel où un employé se présente pour exercer ses fonctions d'emploi. Si un employé qui fournit un service essentiel se déplace de son domicile à son lieu de travail habituel ou l'inverse, et que toutes les autres conditions de la politique sur un véhicule à moteur à domicile la nuit sont respectées, l'Agence acceptera la réduction au minimum du risque d'exposition de l'employé pendant la pandémie comme raison opérationnelle valide justifiant que l'employé apporte le véhicule à son domicile pour la nuit. Par conséquent, l'employé peut utiliser le taux par kilomètre réduit dans la politique sur un véhicule à moteur à domicile la nuit de l'Agence. Si un employé se déplace directement de son domicile à un lieu de destination ou retourne à son domicile à partir d'un lieu de destination, les déplacements de l'employé sont des déplacements à des fins personnelles et ne constituent pas un avantage imposable. Toutefois, il doit être raisonnable que l'employé doive se rendre au lieu de destination alors qu'il est en route vers son domicile ou son lieu de travail habituel. Pour éviter qu'il soit défini comme une automobile, le véhicule à moteur doit continuer d'être utilisé à 90% ou plus
pour transporter des marchandises, de l'équipement ou des passagers dans le cadre des activités, après avoir pris en compte tout déplacement à des fins personnelles entre le domicile de l'employé et son lieu de travail habituel. Wow, merci beaucoup pour la réponse. Et donc, Louise, Marianne, c'était toutes les questions qu'on avait pour vous aujourd'hui. Un merci sincère de la part de CPA Canada et nos membres. On sait tous que vous êtes débordés là, en ces temps, puis et vous tentez vous aussi de comprendre la législation, l'interpréter et l'utiliser au quotidien. Là. Votre temps est précieux et on apprécie énormément. Je veux également remercier notre audience qui a pris le temps d'écouter notre webinaire. On espère qu'il a su être informatif et utile. Considérant le temps alloué aujourd'hui, c'est certain que nous avons pu répondre à toutes les questions posées. Nous vous tiendrons par contre au courant des mises à jour et nouveautés relatives au programme de la subvention salariale d'urgence, les incidences fiscales de la pandémie sur les bénéfices imposables et aussi les autres mesures fiscales liées à la COVID-19 via notre site web de CPA Canada qu'on vous recommande d'aller consulter. On a aussi notre blog sur la fiscalité auquel vous pouvez vous abonner et possiblement des webinaires additionnels là, que CPA Canada et l'ARC pourraient mettre sur pied. Donc, un merci à tous et à la prochaine.